revenons au présent. Et le présent, c'est le Covid, malheureusement. Salut, bonjour. Et du coup, en fait, voilà, dans votre expérience, dans votre boulot, dans tout ça, je voulais vous demander un peu... quel est le rapport que vous avez aujourd'hui avec les développeurs ? Est-ce que c'est différent de avant le Covid ? Enfin voilà, qu'est-ce qui a changé dans votre vie quotidienne et dans votre boulot en fait de DevRel ? Moi, ce qui a changé, c'est que maintenant, avant de venir enregistrer un podcast, je me mets une tige dans le nez. On a fait tous un autotest. Ça, c'est assez nouveau. Non, alors, je saurais pas dire honnêtement, parce que vu que je reviens, en fait, j'ai arrêté les Dev Relations longtemps avant le Covid, et là, je reviens en pleine... Ah, et du coup, t'as pas eu la période où tout le monde faisait des webinars et on était tous fatigués Non. J'ai moi assisté à pas mal de confs online, full online, en tant que développeur, mais là je reviens un peu dans ce monde-là, et donc je suis un peu en train de découvrir qu'est-ce qui est différent par rapport à il y a 6 ans, quoi. Moi j'ai vraiment arrêté les Dev Relations il y a 6 ans, et donc là je reviens en me demandant comment ça marche aujourd'hui, parce que avoir assisté en tant que développeur, avoir vu plein de conférences en ligne, etc., ça paraissait normal, etc. Mais maintenant, quand toi tu te dis en fait aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire ? Quels sont les confs qui marchent bien en ligne ? C'est plus forcément les mêmes qu'avant. Il n'y a plus Takeoff. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire ? Non, mais typiquement, les API Days, ça a changé. Oui. Ouais, et alors franchement, ma mention spéciale à API Days, parce que j'en ai sponsor, parce que ça nous arrive aussi du coup de sponsoriser des conférences. C'est ça aussi le donner à la communauté. C'est des fois juste donner de la thune pour que la conférence puisse avoir lieu aussi. Et en échange, du coup, on a de la couverture médiatique ou marketing. Mais franchement, je donnerai mon avis un peu plus en détail par la suite, mais j'en ai sponsor pas mal des virtuels, et eux ont compris c'était quoi l'expérience en fait, si bien pour les sponsors que pour les participants à la conf, que pour les speakers en virtuel. Et pour moi, c'est vraiment l'une des rares confs à avoir compris comment on fait de la conf en virtuel en fait. Ça, je pense avoir lu sur un blog sur le blog de Twilio il y a longtemps que les boîtes qui sponsorisent des événements ou des communautés et qui payent trop tard, qui payent après l'événement, etc., ils n'avaient pas compris que le premier ambassadeur qu'on recrute, c'était les organisateurs. Ça, Twilio, vous payez vraiment genre au moment direct. Au moment où c'est signé, dans la foulée, l'événement, il a reçu ce qu'il faut pour tourner, quoi. Ouais, alors par contre, notre process de contrat peut être un peu... C'est vrai que le contrat est lourd. Ouais, le contrat est lourd, il est un peu long, mais bon, forcément, voilà, c'est les aléas d'être dans une grosse boîte américaine ou juste le standard. Maintenant. Ah oui, mais des fois, il y a certains trucs où vraiment j'ai vu les contrats faire des allers-retours, plein de fois, pour que toutes les parties soient satisfaites, mais on a toujours réussi à trouver un accord à la fin. Non, c'est vrai que c'est un peu lourd, mais toi, en tant qu'organisateur de conf, là je parle d'expérience parce que sur toutes les take-off que j'ai organisées, Twilio ont toujours été là, et ils ont toujours fait partie des boîtes qui ont permis à la conf d'avoir lieu. Donc un grand merci à Twilio pour ça. Et c'est vrai qu'en fait, l'expérience pour finaliser le sponsoring est toujours ultra lourde, mais par contre, derrière, tu sais que c'est ultra carré, quoi. Et en termes d'image, parce que derrière une conf, en fait, on va pas se mentir, en tant qu'organisateur de conférence, tu vas pas avoir envie de mettre en avant pareil, même à niveau de sponsoring égal, la boîte qui t'ont facilité la vie de ouf, et les mecs qui t'ont fait chier jusqu'au bout parce qu'ils t'ont lâché 3000 balles. Tu vois, les mecs qui te prend le sponsoring bronze à 3000 balles, etc., et derrière qui veut être traité comme un prince. Tu vas mettre ces roll-ups un peu en arrière, tu vas un peu moins en parler quand tu discutes avec les gens, tu vas oublier de mentionner le nom quand tu fais ton discours entre les tops, des trucs comme ça. Et puis quand t'es au bistrot, t'en parles pas bien, quoi. Et voilà, et puis en off, t'hésites pas, alors que Twilio, je suis pote avec tous les évangélistes de Twilio que je connais, et l'image l'aura qu'ils développent par rapport à leur professionnalisme sur les conférences est incroyable. Tout le stuff, le merch, les goodies, le swag. Merci. Exactement. Je suis trop vieux, j'ai pas tout le swag arrive directement livré par un transporteur, il est récupéré par un transporteur sur le lieu de la conf, tu vois, t'es pas obligé d'aller chercher les gens à la gare avec un van parce que t'as les pauvres d'Evrel qui arrivent avec des gros sacs remplis de trucs. C'est incroyable de bosser en sponsoring avec Twilio. Et
Il faut que les boîtes comprennent ça, en fait, que être présent sur une conf, c'est une chose, mais la manière dont tu es présent, la manière dont tu sponsorises est ultra importante en termes d'image. C'est pas des salons pro, en fait. Il y a beaucoup trop de sponsors qui arrivent sur les trucs événementiels où c'est de la communauté du bénévolat et ils y vont comme si c'était un salon pro. On en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur quand tu produis un contenu, quand tu produis un article. C'est l'intention avec laquelle tu le fais. Bien sûr que sponsoriser une conf, c'est un canal d'acquisition, encore une fois, mais si tu le fais sincèrement en respectant, et c'est encore plus vrai sur une conférence, du coup, parce que là, la punition, elle est immédiate. C'est ultra important de prendre ça en compte et de faire les choses, de give back, quoi. C'est pay forward. Julie, est-ce que tu veux participer ou j'ai une question pour toi sinon ? Non, mais en fait, j'aimerais répondre à la question sur le Covid. Carrément. Mais alors justement, du coup, est-ce que je peux la tourner spécialement pour toi ? Parce que, du coup, déjà, est-ce que pendant la première période du confinement, vous avez participé, tu as ressenti aussi ce moment-là, on faisait que des webinaires tous en même temps et on se webinarait les uns aux autres. Est-ce que j'ai l'impression que les conférences en physique, en tant qu'entreprise ou en tant que sponsor, on allait chercher aussi un objectif d'image ou de considération, alors que j'ai l'impression qu'en ligne, on va chercher que de la conversion. On est hyper héroïste, on veut le nombre de leads directement parce qu'il n'y a pas le standing, il n'y a pas l'image de marque, la notoriété qu'on a récupérée en passant sur la scène ou en mettant associé à l'image. Je suis assez d'accord. En fait, je vais quand même juste revenir un peu en arrière parce que donc, moi, j'ai été chez Algolia pendant 3 ans, j'étais dans l'équipe Events. Donc, tout ce dont vous parliez là, je faisais vraiment beaucoup d'événements. Donc, il faut savoir que chez Algolia, à Paris surtout, on a un super espace d'événements. Ouais. Donc, une fois par semaine à peu près, on recevait une centaine de développeurs dans les locaux pour des meet-up soit organisés par nous, qui étaient sur Algolia, sur des thèmes relatifs à la search, soit des meet-up extérieurs, qui cherchaient un lieu. Ouais. Et donc tout ça, c'est en fait, ça que j'ai entendu parler de toi la première fois. Ben voilà. En tout cas, chez Algolia, en France et en tout cas à Paris, on a réussi à avoir une notoriété chez les développeurs, notamment grâce à ça. Donc Valériane, on s'est connue parce qu'elle est venue parler à un tech lunch, ça s'appelait à l'époque. Ouais, donc premier talk public et donc Julie me l'a gentiment offert. Et donc ça, c'était avant le Covid, c'était un peu la folie. Moi, je voyageais pas mal aussi pour faire des community parties, on appelle ça. Ça me fait un peu penser à ce que tu disais, les dîners Twilio, où on allait rencontrer la communauté des développeurs à Londres, à Berlin, à Madrid, à Amsterdam, en comité réduit. Ouais. C'était super cool. Et on avait aussi toute cette partie sponsoring de conférences, où là, ce que j'appréciais beaucoup, c'était le côté informel, et j'avais vraiment le retour des développeurs en vrai, en face. Et moi, ça m'apprenait beaucoup, mais après, j'arrivais vraiment à toujours faire remonter ce feedback aux équipes produits. Là, ce qui a changé donc avec le Covid, pour revenir à la question de Valériane, tout est en ligne. Pour l'instant, nous, on fait encore toujours tout en ligne, surtout avec Omicron qui a un peu réduit nos espoirs. Alors, il y a un aspect qui est positif, c'est qu'avant, moi, j'étais vraiment axée sur la France et l'Europe. Maintenant, mon travail est vraiment plutôt global. Ouais. Ça, j'avoue, c'est un point positif. On arrive à toucher des gens qui sont à la fois en Asie, aux États-Unis, pas forcément les gens parisiens qui viennent toujours à notre meet-up, les habitués. C'est vraiment les meet-up parisiens qui ont un souci pour trouver des lieux et qui sont contents d'avoir une entreprise qui les reçoit. En province, on n'a pas de souci pour trouver des lieux. C'est vrai, quand je faisais des startup week-ends à Paris, on ne faisait jamais à plus de 60. Parce que les lieux où on peut aller à plus de 60, ils nous coûtaient 5 000 € le week-end. Alors qu'en province, des startup week-ends à 200, on pouvait les faire sans payer le lieu, quoi. Mais en tout cas, il y a quand même des conférences en ligne, je trouve, qui nous aident à retrouver un peu ce petit truc. Donc là, par exemple, nous, on a sponsorisé plusieurs fois la Jamstack conférence de Netlify. Ouais. J'aimais beaucoup parce que ils nous laissaient vraiment un temps de break pour les sponsors, peut-être une demi-heure, pour que les sponsors aient du temps pour parler avec les développeurs. Il y a des conférences où il y a vraiment 0 temps dédié. Donc, tu vas payer 10 000 $ la conférence pour que finalement, les gens ne soient jamais vraiment redirigés vers ton stand virtuel. Et donc, parfois, on a ce côté... c'est vraiment en fonction de la conférence, l'organisateur de la conférence. Donc on n'a pas eu que des échecs, mais c'est vrai que c'est plus, comme tu dis, orienté sur le lead, orienté sur le nombre de personnes qui visitent le stand, moins de retours informels, c'est plus quantitatif que qualitatif, c'est vrai. Ouais. Il y a 2 questions qui me sont venues pendant que tu échangeais. Parce que du coup, tu parles donc tu dis que le fait d'être passé en ligne, ça vous permet d'être global. Mm-hmm. Est-ce que ça vous permet aussi d'être moins parisien ? De toucher des gens vraiment dans toute la région, quoi, dans toute la région de France.
Oui, mais alors... Est-ce donc, qu'il n'y a pas forcément d'enjeu commercial, j'imagine? En fait, mon travail a quand même changé. Donc, je suis passée de Event Marketing Manager à Développeur Marketing Manager. Ouais. Donc, c'est un peu lié au Covid, pas que. Mais donc, je ne fais plus que des événements. Je fais aussi donc, des podcasts, un développeur hub, l'ambassadeur programme, des choses comme ça. Mais du coup, il y a tellement de sujets que... Et nous, on parle que en anglais chez Algolia. Ouais. L'entreprise est vraiment américanisée. Donc, je n'ai aucun focus sur la France. On fait aucun contenu en français. C'est pour ça que parfois, c'est difficile d'ailleurs d'expliquer Algolia en français. Donc, non, sur les régions, j'ai pas l'impression que ça a eu un impact incroyable. Par contre, surtout sur les pays où là, on n'avait plus que moi qui était Event Marketing Manager en France et il n'y avait personne qui s'occupait des développeurs aux États-Unis. Maintenant, on voit moins cette différence. Toutes les conférences que je sponsorise, c'est plutôt justement des conférences US. Mais je pense que dans le futur, quand notre équipe grandira, ça redeviendra un peu plus localisé avec des personnes qui sont aux US, en France, peut-être en Asie, je ne sais pas. Parce que du coup, Jamstack, c'est un événement c'est une marque qui appartient à Netlify. C'est ça. Et du coup, moi, je suis toujours étonné. Je comprends un peu du coup pourquoi vous y allez, mais je suis toujours étonné quand je vois une entreprise qui sponsorise une conférence qui appartient à une autre entreprise. Tu vois. Et ce que tu me dis, c'est que finalement, en fait, les sponsors sont mieux traités, tu penses? Non, nous, en fait, c'est parce qu'on pense que les développeurs qui utilisent Netlify sont des développeurs qui pourraient utiliser Algolia. C'est du marketing croisé, du coup. Oui, voilà, c'est ça. On sponsorise aussi souvent Twilio Signal. En fait, c'est plutôt l'univers des microservices, des API, où, par exemple, quelqu'un qui va construire son business, il aura sûrement besoin d'envoyer des SMS. Donc, avec Twilio, il aura besoin de search avec Algolia. Donc, forcément, s'il va à la conférence de Twilio, nous, on va sponsoriser et dire « Ah, on a un peu le même ADN. » Moi, je le vois comme ça. On a aussi des partenaires comme Contentful, donc Netlify aussi. On travaille beaucoup avec leurs DevRel. On se fait des meetings réguliers avec les DevRel de chez Contentful, par exemple. À la conférence de Jamstack, ils sont venus avec nous sur notre stand en ligne faire une démo Algolia plus Contentful plus Netlify, des choses comme ça. Faites le choix ensemble, quoi. Voilà, et je pense que c'est le partner marketing, en tout cas, ça a beaucoup d'avenir. Ce join forces, comme on dit. T'as vu le MCU en ce moment? C'est ça. Ouais. Et c'est ça, par exemple, tu vois ce que tu disais. Ce que tu disais tout à l'heure, Yann, que tu vas donner une conf avec Nicolas qui est chez Typeform. Du coup, je pense que c'est ça aussi qui nous permet de rester authentique tout en ayant quelque chose à apporter. Enfin, parce que déjà, nous, entre nous, on voit quels sont les points de convergence entre nos produits et nos utilisateurs. Et puis aussi, on bosse avec des gens qu'on aime bien. Donc, on apporte quelque chose qui est vrai, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est hyper important, en fait. Ce que j'ai remarqué, c'est que dans ce type de métier, c'est quand tu prends du plaisir à le faire, parce que tu le fais avec des gens que tu apprécies, etc. À l'époque donc pré-Covid, des conférences physiques, je veux dire, on passait d'extrêmement bons moments entre dev évangélistes, dev advocates, etc. pendant les conférences. Et du coup, la bonne humeur qui découle de ça, pour le public le sent, et quand ils viennent parler, l'ambiance est détendue, etc. Et donc l'image que tu transmets de ta boîte est plus authentique, quoi. C'est moins... Alors, il faut toujours être hyper vigilant, tu vois, parce que quand tu représentes ton entreprise publiquement, c'est pas parce que tu es en train de boire des coups après une conférence avec des potentiels clients, etc., qu'il faut se mettre à dire n'importe quoi. Donc, il faut toujours faire attention, tu vois, quand même. Mais c'est plus détendu et tu sors des discours marketing guindés, etc., des événements chiants où tout le monde... voilà. Et ça, les utilisateurs le sentent. Et encore une fois, pour un public de développeurs, tu vois, on est beaucoup plus sensible à des gens qui sont en train de nous bullshiter. Donc cette approche un peu laid back avec des gens qui aiment bien bosser ensemble, des produits qui, au lieu de se faire une guerre, trouvent des synergies, s'éclatent à faire des démos ensemble, à montrer comment... Ce que je vais faire avec Nico, ça n'a aucun intérêt. Enfin, on va faire un truc juste pour démontrer les capacités de l'API de Typeform et les capacités de l'API Discovery. Mais ce qu'on va construire ensemble, ça ne va avoir aucun sens, quoi. Parce que tu vas faire un formulaire qui déploie un serveur sur AWS à chaque fois, tu vois. C'est pas exactement
exactement ça, mais c'est un peu ça l'idée, tu vois. Et c'est vrai que nous, les community parties, à la base, c'était pas des événements faits pour faire du business. On a beaucoup de business qui s'est créé après des choses comme ça, parce que justement, tu vas à Londres parler à des développeurs qui n'ont jamais rencontré des DevRel d'Algolia, et là, on passe toute une soirée avec eux. Bah, évidemment, ça aura un impact, peut-être pas dans une semaine, mais dans un an, ils nous diront, ah bah oui, j'avais rencontré telle personne. Si j'ai envie de le remettre sur le marketing événementiel, tu vois, même à plat dans un autre business, essayer de créer un endroit ou un moment où des prospects et tes clients ils se parlent, ça permet de convertir tes prospects. Oui, mais tout à fait. Ça doit fonctionner effectivement quand même avec les community parties si tu permets à ta communauté de venir avec des amis ou. Ouais, mais la dernière était en janvier 2020 là, donc ça commence à dater un peu. Nous sommes en janvier 2022. S'il n'y a pas de 6e vague peut-être. Yes. Et du coup la communauté elle est restée ou la community partie? Damien m'avait demandé de faire des blagues, j'en avais pas encore fait, tu vois. Voilà. Yes. Il faut que je rattrape. Non, elle était bien. J'ai pas encore fait mon quota. On est à 1h20 et t'as pas fait de jeu de mots encore. Bah non, je me rattrape. Ok, c'est cool. Et tu vois, comme tu viens de le dire, ça date d'il y a 2 ans. Moi, le truc qui me manque le plus, vraiment, c'est de rencontrer les gens. Tu vois, moi, je suis rentrée chez Twilio pendant le Covid. Et en fait, aujourd'hui, je parle beaucoup avec les SI parce qu'eux, au final, ils sont en contact direct des clients. Juste pour savoir ce que les gens ont envie de construire avec Twilio, en fait, tu vois, et savoir qu'est-ce qui les intéresse, tout ça. Et j'ai l'impression d'avoir complètement perdu la place privilégiée que j'avais en fait avant, qui était de dire j'étais là sur le stand, je filais des t-shirts et des stickers, mais en même temps on avait des vraies conversations où les gens venaient me voir avec des vraies problématiques qu'ils rencontrent dans leur vraie entreprise et on leur donnait des vraies solutions. Parce que tu as une perception de marque en fait, tu peux vraiment palper la perception de marque, quoi. Ouais, et puis même au-delà de la marque, je fais ce boulot-là parce que j'ai envie d'aider les devs. Ouais. Tu vois, j'ai été dev avant, je le serai peut-être sûrement un jour. Et en fait, il y a plein de problématiques. Et de toute façon, le dev, c'est un truc qui s'est construit sur la communauté. Je veux dire, Stack Overflow, c'est le tool le plus important quand tu commences en dev. Tu vois pourquoi ? Parce qu'il y a plein de gens qui sont là pour t'aider. Et j'avais envie d'être ce relais, on va dire. Et aujourd'hui, tu as forcément des gens qui me contactent de temps en temps directement sur Twitter, LinkedIn. Mais c'est pas du tout comme avant. Et moi, c'est vraiment ça ce qui manque le plus. C'est vraiment d'être au contact de ce que font les gens au jour le jour avec le produit. Je vais faire un hors-sujet du coup. Est-ce que j'ai remarqué en étudiant, je pense que c'était T-Post. À moi ? Ouais. Cassidy Williams. Oui. En fait, c'est une DevRel. Ouais. Moi, je la connais que de Twitch. Est-ce que c'est cet endroit où on a le côté sans filtre, les gens sont anonymes, ils peuvent nous parler en direct? Est-ce que tu peux le retrouver sur Twitch, tu crois? Est-ce que c'est le nouvel endroit où on a ça en ligne? Franchement, non. Franchement, non. Ouais, je vais donner un exemple très simple, c'est le DevRel Salon, qui du coup est un endroit où justement on se retrouve entre DevRel un peu en off, parce qu'en général on est toujours public. Et on a essayé de retranscrire le format un peu justement en format virtuel. Et en fait, tu te rends compte que les gens n'osent plus du tout parler de ce dont ils parlaient avant. Enregistré. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Si ça arrivait sur l'Internet, ça ne partira pas de l'Internet. C'est un principe, on le connaît tous, je pense, autour de cette table. Et partant de ce fait-là, en fait, les choses qu'on peut vraiment se permettre en vrai off, à savoir derrière la porte fermée d'un bar, par exemple. Je pensais plutôt à tes utilisateurs. En fait, les utilisateurs, comme ils ont des pseudos sur Twitch, dans le chat, ils peuvent dire tout et n'importe quoi. Hein. Nous, on a rapidement besoin de modder des gens quand même, tu vois. Ouais. S'il y a besoin de modérateurs, c'est que les gens ils sont à l'aise pour dire des trucs qui sont pas tolérables en public. Et je me dis qu'il y a un peu le côté, le surplus de webinaires, comme on dit. Ouais. Donc, moi, par exemple, le DevRel Salon, donc je l'ai vu, j'y suis pas allée parce que je pouvais pas, mais c'était moins committant, comme on dit. Ouais. Le fait que ça soit pas un vrai verre organisé, qu'on bloque dans l'agenda. Là, c'est une énième réunion Zoom. Je me dis pareil pour Twitch. Oui, est-ce que j'ai envie d'aller sur Twitch ce soir, alors qu'en fait, j'aurais trop envie d'aller à un meet-up. Donc, il y a ce côté, on est un peu désengagé, je trouve. Ouais, je comprends. Et les développeurs aussi, j'imagine. Mais en même temps, les meet-up, au bout d'un moment, tout le monde peut pas aller à des meet-up, quoi. Oui, mais par contre, c'est vrai, c'est plus inclusif. Ouais. Le Covid, c'est bizarre. Je sais pas si... Non, mais le format en ligne, effectivement, touche quand même un peu plus de gens. Sûr. Ouais, il est peut-être un peu plus accessible. Même les parents, nous, les meet-up, on avait organisé un meet-up le midi, donc le Tech Lunch où Valériane avait parlé. Ça permettait d'avoir des gens qui ont des enfants. Ils ne pouvaient pas venir à nos meet-up de 19h à 22h le soir. C'est la magie des BBL, ouais. Voilà, où il y avait d'autres raisons, mais ouais, c'est pas toujours facile.